Ma copine a dit, mes amis pensent que tu me limites, donc c'est fini entre nous. J'ai répondu, cool. Alors va les rejoindre. La façon dont elles l'ont toutes regardé après mon départ m'a tout dit. Salut, Reddit. Ma copine vient de me larguer parce que son équipe de podcast a décidé que je limitais son épanouissement. 2 ans ensemble, partis en fumée parce que ses amis n'approuvaient pas. Mais voilà le truc, je pense que j'étais d'accord avec cette fin depuis des mois sans m'en rendre compte. Laissez-moi vous expliquer comment ce cirque absolu s'est déroulé. Je suis Dylan, 29 ans, un homme. Je travaille dans la réponse aux incidents de cybersécurité pour une entreprise de fintech à San Francisco. Des trucs technologiques standards. J'analyse les failles de sécurité, je réponds aux incidents, j'écris des rapports que personne ne lit jusqu'à ce que quelque chose casse. Je fais ça depuis environ 6 ans maintenant. J'ai gravi les échelons d'analyste junior à responsable principal des incidents. Le travail est intense quand les choses tournent mal, mais il y a quelque chose de satisfaisant à résoudre des puzzles numériques et à protéger des systèmes. Je suis généralement quelqu'un de calme. Je ne fais pas de drame. Je réfléchis logiquement. Je préfère les soirées tranquilles aux scènes bruyantes où tout le monde se donne en spectacle pour les autres. J'aime lire, la randonnée, cuisiner de vrais repas au lieu de commander tout le temps. Mon idée d'un samedi parfait, c'est de prendre un café, de parcourir un sentier dans le comté de Marin, puis de rentrer à la maison pour cuisiner le dîner et regarder un film sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Cela devient important plus tard quand tout le monde me qualifie émotionnellement indisponible, parce que je ne pleure pas sur commande ou que je ne traite pas chaque inconvénient mineur comme un traumatisme qui nécessite d'être traité. Mon appartement dans le quartier de Mission est modeste, mais c'est le mien. Une chambre, une cuisine correcte, assez d'espace pour un bureau à domicile. J'y habite depuis 4 ans, j'ai remboursé mes prêts étudiants il y a 2 ans, et j'ai même un compte épargne. Je n'essaie pas de frimer, je dis juste que j'ai ma vie en main d'une manière qui est apparemment devenue problématique. Mon ex-copine maintenant, Ashley, 27 ans, est productrice de contenu pour ce podcast de plus en plus populaire appelé Living Your Truth, vivre sa vérité. Quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a 2 ans, elle était complètement différente. Nous allions voir des concerts indés dans de petites salles à Auckland, des petits cafés sans prétention où ils savaient vraiment faire un bon expresso, des randonnées tranquilles dans le comté de Marin où nous pouvions parler pendant des heures sans distraction. Notre premier rendez-vous était dans ce minuscule restaurant vietnamien dans le Tenderloin. Nous avons parlé pendant 3 heures de tout, des livres, de la musique, de nos familles, de ce que nous voulions dans la vie. Elle était attentionnée, introspective, vraiment présente pendant les conversations au lieu d'écouter à moitié tout en planifiant sa prochaine story Instagram. Elle riait à mes blagues sur le travail, même celles un peu ringardes sur la cybersécurité qui font généralement virer les yeux des gens. Elle posait des questions de suivi qui montraient qu'elle écoutait vraiment, pas juste qu'elle attendait son tour pour parler. Nous nous sommes rapprochés car nous avions tous les deux des relations compliquées avec nos parents. Les miens ont divorcé quand j'avais 12 ans. Les siens étaient toujours ensemble, mais distants. Les débuts étaient vraiment bons. Nous passions les week-ends à explorer la ville, à trouver de nouveaux restaurants, à aller à des concerts gratuits au Golden Gate Park. Elle m'a fait découvrir sa librairie préférée dans le quartier de Haight, et je lui ai montré cet incroyable camion à tacos près de mon bureau que seuls les locaux connaissaient. Des trucs de base dans une relation, mais ça semblait réel. Nous avons emménagé ensemble il y a environ 8 mois dans mon appartement d'une chambre dans Mission. On partageait le loyer et les charges moitié-moitié, même si je gagnais plus. Elle y tenait.
Elle disait qu'elle ne cherchait pas un sugar daddy, juste un partenaire. Ça aurait dû être mon premier signe qu'elle était différente de ce qu'elle allait devenir, car à la fin, elle ne contribuait à rien qui se rapproche de la moitié. Les choses étaient solides pendant la première année et demie. Nous avions nos routines, les courses au marché fermier le dimanche matin, cuisiner ensemble les soirs de semaine, des voyages occasionnels sur la côte. Elle travaillait comme gestionnaire de médias sociaux en freelance à l'époque. De l'argent correct, mais rien de spectaculaire. Ça m'allait très bien. Je ne me suis jamais soucié de sortir avec quelqu'un d'impressionnant ou digne d'Instagram. Je voulais juste quelqu'un d'authentique. Puis elle a obtenu le poste chez Living Your Truth il y a environ 8 mois et tout a commencé à changer. Le changement a commencé quand le podcast a vraiment décollé. L'animatrice, Vanessa, est l'un de ces types de leaders d'opinion charismatiques. Intelligente, engageante, elle a cette façon de rendre tout ce qu'elle dit profond, même quand c'est juste du bon sens reconditionné avec un vocabulaire à la mode. Elle a la trentaine, a travaillé dans le marketing d'entreprise pendant des années avant de lancer le podcast, et a cette esthétique Instagram polie, un fil parfaitement organisé, une vulnérabilité stratégique, du contenu de style de vie aspirationnel. Le podcast couvre les rencontres modernes, les limites, les relations toxiques mais essentiellement du petit lait pour les gens qui veulent se sentir éclairés tout en jugeant les choix de vie des autres. Chaque épisode met en vedette Vanessa et généralement une ou deux de ses amies disséquant des scénarios relationnels, analysant des SMS et des conversations soumis par des auditeurs, et offrant des conseils qui se résument toujours à « s'il ne te vénère pas 24h24 et 7j7, il est toxique ». L'émission a commencé petit, quelques centaines de téléchargements par épisode, surtout des amis et des abonnés locaux. Mais elle a touché un point sensible de l'algorithme il y a environ 6 mois et a explosé. Soudainement, elles obtenaient 50 000 téléchargements par épisode. Les sponsors appelaient et Vanessa était invitée à parler lors d'événements d'autonomisation des femmes. Au fur et à mesure que l'émission gagnait en popularité, j'ai remarqué qu'Ashley commençait à, je ne sais pas comment le décrire, se redéfinir. Elle devenait plus dramatique à propos de tout. Elle a commencé à avoir ses opinions tranchées sur des choses sur lesquelles elle était neutre auparavant. Elle a commencé à parler avec ses phrases toutes faites, adaptées au podcast, qui semblaient répétées. Ça ne me sert plus, est devenue sa phrase préférée pour tout ce qu'elle ne voulait pas faire. La vaisselle, planifier notre week-end, dîner avec mes parents. Tout servait soit sa croissance, soit limitait son potentiel. Elle a commencé à utiliser des phrases comme « cette énergie ne s'aligne pas avec mon parcours » et « je revendique ma vérité authentique ». Écoutez, je comprends le développement personnel. Je suis tout à fait pour que les gens s'améliorent. Mais quand quelqu'un commence à parler comme une affiche de motivation et à traiter les responsabilités d'adultes de base comme si c'était indigne d'eux, quelque chose a déraillé. Elle rentrait des sessions d'enregistrement de podcasts complètement survoltées, parlant à 100 à l'heure d'idées d'épisodes et d'engagement de l'audience. Elle a commencé à passer des heures à analyser les commentaires et les messages, rédigeant des réponses qui résonneraient avec leur communauté. Son téléphone est devenu attaché en permanence à sa main. Le contenu a changé aussi. Les premiers épisodes étaient des discussions réellement intéressantes et réfléchies sur la navigation dans les relations modernes, l'établissement de limites saines, la reconnaissance de la compatibilité réelle. Mais à mesure que l'émission grandissait, c'est devenu plus une question de fabrication de drames et de recherche de méchants dans chaque histoire. Chaque scénario relationnel devenait un cas de manipulation ou de gaslighting. Chaque désaccord était de la violence émotionnelle. Chaque homme qui ne fournissait pas un travail émotionnel constant était toxique. La nuance a disparu,
remplacée par cette vision du monde en noir et blanc où les femmes étaient toujours des victimes et les hommes étaient toujours des problèmes à régler ou à larguer. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais je me suis dit que c'était juste son excitation face au succès professionnel. Quel idiot je suis. Le groupe d'amis est très soudé et insupportable. Il y a Vanessa l'animatrice, Lorraine la monteuse, Jessica qui travaille dans les RH quelque part, et un casting tournant d'autres femmes qui vivent toutes à Mission ou Soma. Elles analysent constamment tout à travers ce prisme de signaux d'alarme, red flags, d'énergie toxique et de travail émotionnel. Écoutez, je suis pour des limites saines, mais quand chaque conversation commence à ressembler à un séminaire de développement personnel mélangé à une intervention, ça devient épuisant. J'ai rencontré toute l'équipe pour la première fois lors d'un enregistrement de podcast en direct il y a environ 6 mois. Ashley voulait que je sois là pour la soutenir, ce qui signifiait apparemment être assis dans le public de cet espace de coworking branché à Soma pendant qu'elles enregistraient un épisode sur les rencontres dans la trentaine. La salle était bondée, peut-être 80 personnes, principalement des femmes dans la vingtaine et la trentaine, toutes habillées comme si elles avaient coordonné leur tenue à partir du même tableau Pinterest. L'épisode lui-même était correct, je suppose. Vanessa était charismatique, savait comment gérer une foule, avait cette façon théâtrale de donner des opinions qui rendaient tout révolutionnaire. Elle faisait une pause pour les faits, laissait le public réagir, jouer avec l'énergie de la salle. Le contenu réel était des conseils relationnels assez standards enveloppés dans un langage d'autonomisation, mais la prestation le rendait profond. Après le spectacle, Vanessa est venue discuter avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait cette façon de regarder les gens, de les scanners de haut en bas comme si elle cataloguait des données pour une utilisation ultérieure. Ça me donnait l'impression d'être un spécimen sous verre. Alors, tu es le fameux Dylan, a-t-elle dit en tendant la main. Ashley parle de toi constamment. Nous nous sommes serrés la main. Sa poigne était ferme, délibérée, le genre de poignée de main qui essaie de communiquer une domination. Ravi de te rencontrer. Super émission, ai-je dit. Parce que qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, toujours avec ce regard analytique. Réponse aux incidents de cybersécurité, principalement. J'aide les entreprises à gérer les failles de sécurité, les fuites de données, ce genre de choses. Elle a littéralement fait une grimace, ce petit plissement de nez comme si elle avait senti quelque chose de mauvais. Donc, tu es comme la surveillance d'entreprise mais avec un sweat à capuche. Tout le groupe a ri. Lorraine, Jessica, le casting tournant de Parasite. Elle trouvait tout ça hilarant. J'ai essayé d'en rire, mais ça a piqué de cette façon spécifique où, vous savez, quelqu'un vient de vous étiqueter et de vous classer dans son catalogue mental de type de personne. J'étais maintenant le mec de la surveillance d'entreprise, et aucune explication sur les nuances réelles du travail de cybersécurité n'allait changer cette première impression. C'est plus une question de protection que de surveillance, ai-je dit, essayant de rester léger. Aider les organisations à sécuriser leur système, prévenir les failles, répondre quand les choses tournent mal. Bien sûr, a dit Vanessa avec ce sourire entendu. C'est ce qu'ils disent tous. Ashley est intervenue alors, essayant d'apaiser les choses. Dylan est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Il vient d'aider son entreprise à empêcher une attaque de ransomware le mois dernier. Comme c'est noble, a dit Vanessa, et d'une manière ou d'une autre, elle a fait sonner ça comme une insulte. Ce soir-là, elles sont toutes allées à cette after-party dans un bar de Mission. L'endroit était bruyant, bondé, exactement le genre de scène que j'évite habituellement. Mais Ashley voulait que je sois là, alors j'y suis allé.
tout le temps, elle faisait ce truc où elle racontait des histoires sur des hommes terribles avec qui elles étaient sorties ou dont elles avaient entendu parler, disséquant chaque comportement comme si elle résolvait un meurtre. Quelqu'un commençait, alors, je sortais avec ce gars qui suggérait toujours des restaurants au lieu de me demander où je voulais aller. Et le groupe intervenait immédiatement. Oh mon Dieu, c'est un truc de contrôle. Il prenait des décisions pour toi, c'est ça? Et quand je suggérais quelque chose de différent, il disait, tu es sûr? Cet endroit a de mauvaises critiques. Manipulation classique. Te faire douter de toi-même. Chaque histoire suivait le même modèle. L'homme fait quelque chose de neutre ou même d'attentionné. Le groupe le recadre comme de la manipulation ou du contrôle. Planifier des rendez-vous à l'avance? Il microgère ton temps. Proposer de payer le dîner? Il essaie de créer une dynamique de dette. Demander comment s'est passée ta journée? Il surveille tes activités. J'ai essayé de contribuer aux conversations, d'offrir une perspective. Peut-être que le gars qui suggérait des restaurants essayait juste d'être utile. Peut-être que proposer de payer était juste de la générosité, pas de la manipulation. Peut-être que parfois les gens sont juste maladroits ou inexpérimentés, pas malveillants. Chaque fois que je parlais, je recevais ces regards comme si j'étais le sujet étudié, pas une partie du groupe. Vanessa penchait la tête, plissait légèrement les yeux, et on pouvait pratiquement la voir classer mes commentaires pour une analyse ultérieure. C'était bizarre et inconfortable, comme être la seule personne sobre à une fête où tout le monde prend quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Jessica, qui travaille dans les RH, était particulièrement intense. Elle m'écoutait avec cette expression d'inquiétude, comme si j'étais un employé troublé qu'elle avait besoin de conseiller. C'est une perspective intéressante, Dylan, disait-elle, ce qui se traduisait par « tu as tort, mais je reste poli ». Lorraine, la monteuse, fixait juste son téléphone pendant que je parlais, ne levant les yeux que pour hocher la tête quand quelqu'un critiquait ce que j'avais dit. À la fin de la soirée, je me sentais épuisé. Pas à cause du bruit ou de la foule, mais à force d'être constamment évalué. Chaque mot que je disais était pesé, mesuré et jugé insuffisant. Sur le chemin du retour, Ashley a lâché cette bombe, les filles pensent que tu es émotionnellement indisponible. Elles ont dit que tu ne te confiais pas assez. J'étais sincèrement confus parce que j'avais littéralement passé une heure ce soir-là à parler de mon enfance, de ma relation avec mes parents, du stress au travail. Mais apparemment, parce que je ne pleurais pas ou n'étais pas vulnérable de la manière performative exacte qu'elles attendaient, j'étais fermé. C'est devenu le schéma habituel. Tout petit désaccord qu'Ashley et moi avions, et je dis bien petit, comme « est-ce qu'on prend indien ou thaï ?» finissait d'une manière ou d'une autre dans le podcast. Ashley en parlait au groupe. Elle le disséquait comme si elles étaient dans un podcast de true crime. Et ensuite, j'en entendais parler de troisième main par des commentaires passifs-agressifs. Vanessa a commencé à m'appeler « Dave » dans l'émission, m'utilisant comme cet exemple récurrent d'homme qui microgère votre calendrier parce que j'avais suggéré de planifier un voyage à l'avance au lieu de tout réserver à la dernière minute. Peu importe que je travaille dans la réponse aux incidents ou planifier à l'avance prévient littéralement les catastrophes. Mais bien sûr, vouloir connaître nos dates de vacances plus de 48 heures à l'avance fait de moi quelqu'un de contrôlant. Cela ne ressemblait plus à une relation. Cela ressemblait à une étude de cas à laquelle je n'avais pas consenti à participer. C'est là que ça empire. Je ne suis pas un grand fêtard. Je n'aime pas les bars bondés où l'on ne s'entend pas penser.
Et je ne suis pas fan de ces sorties performatives où tout le monde est à moitié engagé et à moitié en train de faire défiler Instagram à la recherche du prochain truc. J'ai suggéré à Ashley quelques fois que nous pourrions peut-être faire des choses plus petites, dîner, soirée-jeux, randonnée avec un ou deux couples. Elle était d'accord sur le moment, mais ensuite le groupe d'amis la prenait, et soudain je devenais le petit ami contrôlant qui l'isole. Chaque fois que je n'allais pas à l'un de leurs événements, cela revenait dans le podcast. Si ton partenaire saute les soirées entre filles, c'est un signal d'alarme. Elle ne disait jamais mon nom directement, mais Ashley rentrait à la maison et était bizarre avec moi après, comme si elle s'excusait auprès d'elle en mon nom pour mon existence. J'ai essayé de jouer le jeu. Vraiment. J'ai apporté des jeux de société à l'une de leurs soirées, pensant que nous pourrions peut-être interagir au lieu que tout le monde se donne en spectacle pour ses stories Instagram. Tout le monde était sur son téléphone, jouant à moitié, faisant défiler les flux à moitié. Quand j'ai fait remarquer que nous devrions peut-être ranger les téléphones pour jouer vraiment au jeu, Lorraine a ri et a dit, on dirait un atelier de travail, pas du fun. Tout le groupe était d'accord. J'essayais trop fort. Donc, j'étais coincé dans cette position impossible. Si je restais silencieux et existais juste en arrière-plan, j'étais distant et émotionnellement indisponible. Si j'essayais de m'engager ou de suggérer des activités, j'étais contrôlant ou je forçais l'interaction. Il n'y avait littéralement aucun moyen de gagner à ce jeu. Il y a quelques semaines, Ashley est rentrée tard d'une de leurs soirées de groupe. Elle faisait défiler son téléphone, gloussant devant des messages dans leur discussion de groupe. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner aux des pâtes carbonara simples, l'un des rares plats que j'avais maîtrisé pendant la relation. J'ai demandé ce qui était drôle. Oh, Vanessa fait juste son truc, a-t-elle dit, riant encore devant son écran. Puis elle a lâché cette bombe sans même lever les yeux. Elle dit que le choix de tes mots dans les SMS est discrètement manipulateur. Je me suis arrêté de remuer. L'eau des pâtes débordait, mais je ne pouvais pas bouger. Attends, comment Vanessa sait ce que je t'envoie par SMS? Ashley a eu ce regard, moitié coupable, moitié défensif. Le genre d'expression que les gens ont quand ils savent qu'ils ont merdé mais préparent déjà leur excuse. Son visage a légèrement rougi et elle a verrouillé l'écran de son téléphone, soudainement très intéressée par ses ongles. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle commencé. Ashley, comment Vanessa sait ce que je t'envoie par SMS? Elle a pris une respiration, pesant clairement ce qu'elle devait admettre. D'accord, donc parfois quand tu m'envoies quelque chose, je fais une capture d'écran et je la partage avec le groupe juste pour avoir leur perspective sur les choses. Leur perspective sur quoi? Sur nous. Sur notre façon de communiquer. Elles essaient juste de m'aider à voir des schémas. Des schémas dans mon choix de mots? Elle s'est mise sur la défensive alors, la voix montant. Oui, comme quand tu dis on devrait probablement au lieu de je veux. C'est une tactique de manipulation passive. Tu fais comme si c'était une décision mutuelle alors que tu as déjà décidé. Je l'ai juste fixé. Ça s'appelle faire une suggestion. Comme une conversation humaine normale. Tu vois, tu te mets sur la défensive. C'est exactement ce que Vanessa a dit que tu ferais. Les pâtes étaient définitivement fichues à ce moment-là. J'ai éteint la cuisinière et je me suis assis à notre petite table de cuisine, essayant de traiter ce que j'entendais. Donc, tu partages nos conversations privées avec tes amis. Depuis combien de temps? Quelques mois. Mais ce n'est pas comme si je partageais tout, juste les trucs qui semblent importants ou confus.
Qui décide de ce qui est important ou confus? Vanessa demande généralement à avoir des conversations spécifiques. Genre, si je mentionne qu'on a eu un désaccord, elle voudra voir les vrais SMS pour m'aider à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est vraiment passé? Par opposition à ce que tu as vécu? Tu déformes tout. Elle m'aide à reconnaître des schémas que je ne pouvais pas voir avant. Comme le fait que tu fasses toujours des plans sans me demander d'abord. J'ai repensé aux conversations récentes. Je t'ai demandé la semaine dernière si tu voulais aller dîner à ce resto thaï dont tu as parlé. Tu as dit oui. C'était moi qui ne demandais pas? Tu as dit, on se fait le Royal Thai ce soir? Mais tu avais déjà regardé leurs horaires et tu savais qu'ils avaient de la place, donc tu avais déjà pris la décision. Tu faisais juste semblant de demander. La gymnastique mentale était de niveau olympique. Faire une recherche basique avant de suggérer des plans était maintenant de la manipulation, parce que je ne l'avais pas consulté avant de chercher les horaires du restaurant sur Google. Ashley, ça s'appelle être prévenant. S'assurer qu'un endroit est ouvert avant de le suggérer. Ou c'est prendre des décisions pour moi et déguiser ça en considération. J'ai réalisé alors que je ne parlais plus vraiment à Ashley. Je parlais à l'interprétation d'Ashley par Vanessa, filtrée par des mois de logique de podcast qui transformaient chaque interaction normale en preuve de toxicité. Mais l'invasion de la vie privée me dérangeait plus que la logique tordue. Donc Vanessa lit nos SMS privés depuis des mois. Pas juste lire, analyser. Elle est vraiment douée pour ce genre de choses. Elle peut repérer des tactiques de manipulation que la plupart des gens manqueraient. Des tactiques de manipulation comme suggérer un dîner dans un restaurant que je sais ouvert? Pourquoi tu es si défensive à ce sujet? Je ne suis pas défensive. Je suis inquiet que mes conversations privées soient partagées sans mon consentement. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas comme si elle les postait sur Internet. C'est juste le groupe. Ce sont mes amis, Dylan. J'ai le droit de parler à mes amis de ma relation. Il y a une différence entre parler à des amis de ta relation et partager systématiquement des captures d'écran de SMS privés pour une analyse de groupe. Waouh! Vanessa a dit que tu essaierais de ramener ça à la vie privée au lieu de reconnaître ton comportement. Bien sûr qu'elle l'a fait. Parce que Vanessa avait une réponse préparée pour chaque objection possible. C'était comme parler à quelqu'un dans une secte qui avait été formée pour détourner toute critique du leader. Plus tard cette nuit-là, après qu'Ashley soit allée se coucher, je me suis assis dans le salon en pensant à quel point les choses avaient changé. Quand est-ce que l'approbation des amis de ma copine était devenue plus importante que notre relation réelle? Quand est-ce que mes mots privés étaient devenus une propriété publique pour qu'un groupe d'étrangères les juge? L'appartement semblait différent d'une certaine manière, comme si je vivais dans un état de surveillance où chaque mot, chaque action, chaque expression était surveillée et évaluée. Je ne pouvais pas me détendre, je ne pouvais pas simplement exister sans me demander si ce moment finirait dans leur discussion de groupe ou sur le podcast. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à tous les SMS que j'avais envoyés demandant comment s'était passée sa journée, suggérant des plans pour le week-end, partageant des trucs drôles du travail. Tout cela potentiellement capturé, analysé et jugé par des gens qui avaient déjà décidé que j'étais le méchant de leur récit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la notification de l'iPad d'Ashley qui s'allumait sur la table basse. Elle l'avait laissé là avant de partir tôt pour une réunion avec des sponsors. Je ne fouillais pas. La notification brillait littéralement sur l'écran. Message de groupe de Vanessa, extrait 3, lui disant « On peut faire notre propre truc ce soir. »
Phrase d'isolement classique. Je vais utiliser ça pour l'épisode sur le contrôle caché. Extrait 3. Pas, conversation 3, ou, SMS 3. Extrait. Comme si j'étais un sujet dans un documentaire qu'elle filmait à mon insu. J'ai déverrouillé l'iPad. Nous avions toujours eu les mots de passe de l'un et de l'autre, une autre chose qui a apparemment facilité mon invasion sans que je m'en rende compte. J'ai ouvert leur discussion de groupe et j'ai commencé à faire défiler. L'historique était accablant. Des mois de capture d'écran, mes SMS, mes messages vocaux, même des photos de moi qu'Ashley avait prises et partagées pour qu'elles analysent mon langage corporel et mon état émotionnel. Il y avait des fils entiers consacrés à la dissection de phrases uniques que j'avais envoyées. Un message de moi, et « Je travaille tard ce soir. Tu veux que je prenne à emporter sur le chemin du retour ?» L'analyse de Vanessa, remarquez comment il cadre ça comme s'il était prévenant, mais il évite vraiment juste le temps de qualité. Le travail tard est probablement une excuse et offrir des plats à emporter est un moyen de l'empêcher de faire des projets avec des amis. Un autre message, je pense réserver ce voyage à Tao bientôt si tu es toujours intéressé. Les prix augmentent le mois prochain. La contribution de Jessica, la tactique de l'urgence. Créer une fausse pression temporelle pour forcer une décision. Manipulateur. Un troisième message, ce film dont tu as parlé passe ce week-end. Tu veux aller voir ça samedi? Lorraine, il contrôle encore l'emploi du temps. Samedi est le moment privilégié pour la soirée entre filles. C'est de l'isolement intentionnel. Elle ne lisait pas seulement mes SMS. Elle montait un dossier, collectait des preuves, créait un récit où chaque interaction relationnelle normale était recadrée comme de la manipulation. Et la partie la plus effrayante, Ashley était d'accord avec elle. Je pouvais voir ses messages, tu as raison. Je n'avais pas vu ça. Et, waouh, j'ai totalement raté ce schéma. Et, comment n'ai-je pas remarqué qu'il fait toujours ça? Ma main tremblait pendant que je faisais des captures d'écran de tout. J'ai envoyé des copies à mon email, fermé l'iPad et les remis exactement là où je l'avais trouvé. Je suis allé travailler dans un état second. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Mon patron, Jake, l'a remarqué. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans. Il pouvait lire mes humeurs. Tout va bien? A-t-il demandé en s'arrêtant à mon bureau. Des trucs de couple, ai-je dit, ne voulant pas entrer dans les détails. Besoin de parler? Peut-être plus tard. Il a hoché la tête et m'a laissé seul. Jake était bien comme ça. Il savait quand pousser et quand laisser de l'espace. Ce soir-là, je suis allé chez mon pote Jake, un autre Jake, mon colocataire de fac qui vivait dans le quartier de Richmond. Je lui ai tout raconté, je lui ai montré les captures d'écran. Hier soir, Ashley m'a demandé de la retrouver à ce bar sur le toit près de l'endroit où elles enregistrent le podcast. Le SMS est arrivé vers 16h. Peux-tu me retrouver au Sky Garden à 19h? Il faut qu'on parle. Ces mots, il faut qu'on parle, ne sont jamais suivis de bonnes nouvelles. Tout le monde le sait. Mais j'y suis allé quand même parce que c'est ce qu'on fait quand on est en couple. On se pointe même quand on sait que ça va faire mal. Je suis arrivé le premier, j'ai commandé de l'eau, trouvé une table près du bord avec une vue sur les lumières de la ville. L'endroit était branché, cher, plein de travailleurs de la tech et de types influenceurs prenant des photos de leurs cocktails. Pas mon truc, mais définitivement la nouvelle ambiance d'Ashley. Elle est arrivée 10 minutes en retard, marchant avec ce genre de confiance spécifique que les gens ont quand ils ont répété quelque chose.
Elle s'était mise sur son 31 portant cette robe noire qu'elle savait lui aller bien. Coiffée, maquillée parfaitement. Elle avait plus l'air d'aller à un premier rendez-vous que de mettre fin à une relation. Elle s'est assise en face de moi, a commandé un verre sans demander si je voulais quelque chose. La serveuse est partie et Ashley m'a juste fixé pendant un long moment comme si elle rassemblait son courage ou peut-être profitait juste de la tension dramatique. Alors, a-t-elle finalement dit. J'ai beaucoup réfléchi à nous. À ce dont j'ai besoin. À ce qui est sain pour moi. Je suis resté silencieux, je l'ai laissé parler. Mes amis ont été vraiment d'un grand soutien tout au long de ce processus, m'aidant à voir les choses plus clairement. Elle utilisait sa voix de podcast maintenant, mesurée, intentionnelle, comme si elle jouait pour un public. Et elles m'ont aidé à réaliser certaines choses sur notre dynamique que je ne pouvais pas voir avant. Comme quoi? Comme la façon dont tu as limité ma croissance. Comment ton besoin de contrôle a affecté ma capacité à vivre authentiquement. Elle l'a dit comme si elle lisait un script. C'était probablement le cas. Je pouvais pratiquement entendre la voix de Vanessa derrière chaque mot. Donne-moi un exemple. Elle a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à être contestée. Quoi? Un exemple de moi te contrôlant ou limitant ta croissance. Sois précise. Eh bien, tu planifies toujours tout, prenant des décisions sur notre temps sans me consulter. Je te demande constamment tes plans. Le week-end dernier encore, j'ai demandé si tu voulais faire de la randonnée ou rester à la maison. Tu as choisi de rester à la maison. Mais tu m'as donné des options limitées. Tu avais déjà décidé qu'on ne sortait pas avec mes amis. Tes amis ne nous ont invités nulle part le week-end dernier. Elle a balayé ça d'un geste. Ce n'est pas la question. La question, c'est le schéma. Vanessa m'a aidé à voir que tu m'isolais systématiquement de mon système de soutien. En faisant quoi? En allant travailler? En ayant des limites sur la violation de ma vie privée? Tu vois, tu dévies. Tu ramènes ça à la vie privée au lieu de reconnaître comment ton comportement m'a impacté. La conversation était surréaliste, comme débattre avec quelqu'un qui avait mémorisé des arguments mais ne comprenait pas réellement le sujet. Chaque réponse était une redirection. Chaque critique de ses amis était une déviation. Chaque demande d'exemple concret était rejetée comme passant à côté du sujet. Ashley, est-ce que tu veux vraiment rompre avec moi? Ou est-ce que c'est ce qu'elles t'ont dit que tu voulais? Ses yeux ont brillé de colère. Ne me prends pas de haut. Je suis capable de prendre mes propres décisions. Vraiment? Parce que tout ce que tu dis semble sortir tout droit de leur podcast. Mes amis ne t'aiment pas, a-t-elle dit, la voix soudainement dure. Elle pense que tu me limites, et je ne peux pas ignorer ça. Nous devons rompre. C'était là. La vraie raison enveloppée dans un langage thérapeutique. Ses amis ne m'aimaient pas. Donc, c'était fini. 2 ans de relation partis parce qu'un groupe de personnes qui me connaissaient à peine avait décidé que je ne correspondais pas à leur récit. J'ai senti ce calme étrange m'envahir. Pas de colère, pas de tristesse, juste ce moment de compréhension limpide, comme quand on résout enfin un problème qui nous agace depuis des mois et que tout s'emboîte. Je l'ai regardé et j'ai dit, cool. Alors va les rejoindre. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au bar, j'ai payé nos 2 verres même si nous n'y avions pas encore touché, puis j'ai marché vers la table où Vanessa, Lorraine et Jessica étaient assises. Elles s'étaient positionnées avec une vue dégagée sur notre table. Aux premières loges pour la rupture qu'elles avaient orchestrée.
Bonsoir, mesdames, ai-je dit, gardant ma voix égale. Je voulais juste vous dire merci pour les conseils relationnels. Des trucs vraiment utiles. Prenez soin de vous maintenant. Les expressions sur leur visage étaient impayables. Le sourire suffisant de Vanessa a vacillé. Lorraine avait l'air vraiment mal à l'aise. Jessica refusait de croiser mon regard. Elle s'attendait à des larmes, de la colère, une sorte de scène qu'elle pourrait transformer en contenu. Au lieu de cela, je ne leur ai rien donné. Je me suis retourné vers Ashley, qui était toujours assise à notre table, l'air confuse. Tes affaires seront mises en carton d'ici demain. Viens les chercher quand tu veux. Puis je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai rien cassé. Je suis juste sorti comme si je quittais n'importe quelle autre situation banale. Sur le chemin de la station-bar, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd et que je l'avais enfin posé. Je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement commencé à emballer les affaires d'Ashley. Je n'étais pas en colère, juste méthodique. Chaque vêtement, chaque article de toilette, chaque livre qu'elle avait laissé sur mes étagères. J'ai tout emballé soigneusement dans des cartons. J'ai tout étiqueté. À minuit, toute sa présence dans mon appartement tenait dans 6 cartons empilés proprement près de la porte. J'ai appelé mon pote Jake vers 1h du matin. C'est un ingénieur logiciel, il a des horaires bizarres. Je me suis dit qu'il serait debout. Yo, ça va? A-t-il répondu. Je viens de rompre avec Ashley. Enfin, elle a rompu avec moi. Ses amis ont décidé que je n'étais pas assez bien. Les gens du podcast? Ouais. Mec, enfin. Tu étais malheureux depuis des mois. L'étais-je? Ouais, en fait je l'étais. Je ne me l'étais juste pas avoué. Tu veux que je passe? A-t-il demandé. Non, ça va. Je voulais juste le dire à quelqu'un. Je suis fier de toi, mec. Ces gens étaient toxiques. Tu veux aller à la salle d'escalade demain? Ouais, ça me dit bien. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus de rien d'important, des trucs de boulot, de ce nouveau jeu auquel il jouait, des plans pour un voyage de camping dont nous parlions depuis des mois mais que nous ne cessions de repousser. Une conversation normale entre amis qui ne traite pas chaque interaction comme une thérapie. Le lendemain, c'était samedi. Ashley a envoyé un SMS à 10h, on peut parler de ça? J'ai répondu, rien à dire. Tes affaires sont prêtes. Dis-moi quand tu viens les chercher. Tu abandonnes vraiment notre couple comme ça? Tu as rompu avec moi, Ashley. À la demande de tes amis. Je respecte juste ta décision. Je pensais que tu te battrais pour nous. Classique. Le scénario dans sa tête me voyait supplier, faire un grand geste, prouver que je tenais assez à elle pour ramper. Elle voulait le drame, le contenu, l'histoire du petit ami qui ne pouvait pas gérer sa croissance. Au lieu de cela, je ne me bats pas pour rester dans une relation où ma vie privée est violée et où je suis traité comme un personnage dans le podcast de quelqu'un d'autre. Viens chercher tes affaires. Elle s'est présentée cet après-midi-là avec Lorraine à sa suite. J'avais stratégiquement prévu d'être à la salle d'escalade pendant le créneau de récupération. Je ne me faisais pas confiance pour rester calme si je devais les regarder emballer les derniers vestiges de notre relation. Jake m'a repéré pendant que je résolvais des problèmes sur le mur. Aucun de nous n'a parlé de l'éléphant dans la pièce. J'ai reçu un SMS d'Ashley vers 16h, j'ai tout pris.
Merci d'avoir emballé. Je suppose que c'était ça. 2 ans condensés dans des cartons et un SMS passif-agressif. J'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, j'ai bloqué Vanessa et toute l'équipe. L'option nucléaire. Parfois, on n'a pas besoin de conclusion. On a juste besoin de fermer la porte et de la verrouiller. La semaine suivante a été bizarre. Pas mauvaise bizarre, juste différente. Je continuais à m'attendre à ressentir quelque chose de dramatique. Du chagrin, de la colère, des regrets. Au lieu de cela, je me sentais surtout soulagé, comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau pendant des mois et que je pouvais enfin refaire surface. Les matins étaient soudainement à nouveau à moi. Plus besoin de marcher sur la pointe des pieds pendant qu'Ashley faisait la grasse matinée. Plus besoin d'ajuster mon emploi du temps pour accommoder ces sessions d'enregistrement de podcast tardives. Je me réveillais, je faisais le café exactement comme je l'aimais, je prenais mon temps pour me préparer sans que quelqu'un soupire dramatiquement à propos du temps dans la salle de bain. Le travail est devenu plus facile. Je n'avais pas à m'inquiéter de rentrer à une heure précise ou d'envoyer des SMS de mise à jour sur mon emploi du temps. Je pouvais aller manger avec des collègues sans que cela devienne une violation de limite. Je pouvais passer un samedi à travailler sur un projet de codage personnel sans que quelqu'un soupire dramatiquement à propos du temps de qualité. Mon patron Jack a remarqué le changement lors d'une réunion ce mardi-là. « Tu as l'air différent », a-t-il dit après que tout le monde ait quitté la salle de conférence. Plus présent. Différent comment? Comme si tu n'étais pas constamment en train de vérifier ton téléphone ou de t'inquiéter de quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment pris une pause déjeuner complète? J'y ai réfléchi. Des mois. Cela faisait des mois que je n'avais pas pris une vraie pause déjeuner sans qu'Ashley m'envoie des SMS toutes les 15 minutes pour demander quand je rentrerais ou ce que je faisais ou avec qui j'étais. Rupture, ai-je dit simplement. J'ai qu'à hocher la tête. La copine du podcast? Ouais. Bien. Elle t'épuisait, mec. On l'a tous remarqué. Ça m'a surpris. Vous l'avez remarqué? Mec, tu avais ce regard à chaque fois que ton téléphone vibrait. Comme si tu te préparais à un impact. Ce n'est pas sain. Il avait raison. J'avais passé la dernière année à surveiller constamment mon comportement, mes mots, mon ton. Toujours inquiet d'être enregistré, analysé, jugé. Maintenant, je pouvais juste exister sans être étudié. Jake et Trevor, mon pote de fac, m'ont emmené dîner ce vendredi-là. Rien de sophistiqué, juste des burgers dans cet endroit près de la marina. Pas d'ordre du jour, pas de traitement émotionnel profond, juste 3 amis mangeant de la bonne nourriture et parlant de trucs normaux. Alors, la princesse du podcast est officiellement partie? A demandé Trevor, volant une frite dans mon assiette. Ouais. Elle m'a échangé contre son groupe d'amis toxiques. Bon débarras, mec. Toute cette situation était bizarre dès le début. Trevor avait rencontré Ashley une fois à une fête d'anniversaire l'année dernière. Elle avait passé tout le temps à prendre des photos pour Instagram et avait à peine parlé à qui que ce soit. Elle traitait votre relation comme une émission de télé-réalité. C'est exact, a ajouté Jake. C'est quoi ta prochaine étape? Te remettre en selle ou faire une pause? Faire une pause. J'ai besoin de me rappeler ce que c'est que d'être juste moi-même sans que quelqu'un n'analyse chacun de mes mots. Malin. Aussi, on devrait faire ce voyage de camping dont on parle. Octobre est parfait pour Big Sur.
Nous avons fait de vrais plans ce soir-là. Pas des plans vagues du genre « on devrait faire ça un jour », mais des dates concrètes et de la logistique. Ça faisait du bien de s'engager à quelque chose sans s'inquiéter si cela entrerait en conflit avec les sorties de groupe d'Ashley ou si planifier à l'avance ferait de moi quelqu'un de contrôlant. Le voyage de camping a eu lieu 3 semaines plus tard. Juste moi, Jake, Trevor et Miles, un autre ami du travail qui voulait se joindre à nous depuis des lustres. Nous avons conduit le long de la côte, trouvé un site près de l'eau, passé 2 jours à faire de la randonnée, cuisiner sur un feu et ne pas vérifier nos téléphones toutes les 5 minutes. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de performance, pas de création de contenu, juste 4 amis existants dans la nature sans documentation ni analyse. Nous avons raconté des blagues nulles, nous nous sommes disputés sur la meilleure façon de monter une tente, nous avons cuisiné des repas qui étaient probablement terribles mais qui avaient un goût incroyable parce que nous étions affamés par la randonnée. Le dernier soir, assis autour du feu, Trevor a remis le sujet sur le tapis. Vraiment, est-ce que tu vas bien avec toute cette histoire d'Ashley? Honnêtement? Ouais. Mieux que bien. Aucun regret, seulement celui de ne pas l'avoir vu plus tôt. Toute cette situation était toxique, et je n'arrêtais pas de me dire que c'était normal. Miles, qui n'avait jamais rencontré Ashley mais avait entendu les histoires, a secoué la tête. Mec, partager tes SMS privés avec des étrangers. Ce n'est pas seulement toxique, c'est illégal dans certains États. Violation des lois sur la vie privée. Ne me lance même pas sur les aspects juridiques, ai-je dit. Je travaille dans la cybersécurité. Ce qu'elle faisait les ferait virer dans la plupart des entreprises. Tu as déjà pensé à rendre ça public? Comme les exposer pour ce qu'elles ont fait? J'y avais pensé. J'avais des captures d'écran de tout. Je pouvais prouver les violations de la vie privée, je pourrais probablement causer de vrais problèmes à leur podcast. Mais à quoi bon? Non. La meilleure vengeance est juste de passer à autre chose et d'être heureux. Laisse-les continuer à fabriquer des drames pour le contenu. Moi, je serai ici à vivre ma vie pour de vrai. Environ 2 semaines après la rupture, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes aléatoires. Il s'avère que le podcast a fait un épisode sur moi. Enfin, sur Dev, leur exemple anonyme de masculinité toxique qui ne pouvait pas gérer la croissance d'une femme forte. L'épisode s'intitulait « Quand il ne peut pas gérer ton évolution ». Vanessa a passé 45 minutes à peindre ce tableau d'un petit ami contrôlant qui isolait sa petite amie de son système de soutien et utilisait des tactiques de manipulation. Chaque comportement relationnel normal était déformé en preuve d'abus. Des gens qui nous connaissaient tous les deux ont commencé à me contacter. C'est sur toi? Ça va? Cet épisode est dingue. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas répondu. Les gens qui me connaissaient vraiment n'avaient pas besoin d'explications. Les gens qui croyaient au récit de Vanessa ne valaient pas la peine d'être convaincus. Mais Jake n'a pas laissé passer. Il a laissé un avis, imaginez violer la vie privée de quelqu'un en partageant ses SMS privés sans consentement, puis le qualifier d'abusif pour avoir des limites normales. Cette émission fabrique des drames pour le contenu. Trevor a ajouté son propre avis soulignant les violations de la vie privée et remettant en question l'éthique. La section des commentaires est devenue une zone de guerre. Vanessa a surenchéri avec des stories Instagram sur la façon dont les amis des hommes toxiques les défendront toujours, et comment dire la vérité fait taire les femmes par le patriarcat. Le complexe de victime était de niveau olympique. Environ un mois après la rupture, j'ai reçu un message privé de Lorraine, la monteuse. Et, on peut parler?
Je l'ai laissé en vue pendant une journée, puis j'ai répondu, de quoi? Je pense que je te dois des excuses. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle avait l'air mal à l'aise. Ce qu'on t'a fait était tordu. Tout ça, a-t-elle commencé? Vanessa est brillante pour créer des récits. Mais après que tu sois parti ce soir-là, Ashley s'est complètement effondrée. Vanessa l'a convaincue qu'elle avait fait le bon choix. Et tu as cru ça? Au début. Mais en montant cet épisode sur toi, je n'arrêtais pas de penser, rien de tout ça ne semble si mauvais. Tu voulais planifier des voyages, tu préférais les petits groupes. Où est l'abus? Elle a pris une respiration. Vanessa m'a fait taire quand j'ai posé la question. Elle a dit que je protégeais la masculinité toxique. Pourquoi me dire ça? Parce que ce n'est pas juste toi. Elle a fait ça à d'autres. Ashley commence à le voir. Je suis désolé. Tu méritais mieux. Elle est partie. Je suis resté assis là à penser à la facilité avec laquelle les gens sous-traitent leur jugement à quelqu'un de charismatique. 2 mois après la rupture, ma vie s'était complètement transformée. J'ai commencé l'escalade régulièrement avec Jake et Trevor. J'ai repris ce projet d'outil de sécurité auquel je pensais depuis des années. J'ai commencé à mieux dormir, mieux manger, me sentir plus moi-même. J'ai rencontré Maya à la salle d'escalade. Designer produit, elle vit dans mon immeuble. Nous n'arrêtions pas de nous croiser, on a commencé à prendre des cafés après les séances. Pas d'agenda caché, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre. 3 mois plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble officiellement. Elle a des amis, une vie bien remplie, des passe-temps, mais rien de tout cela n'implique de transformer sa vie personnelle en contenu. Quand je lui ai parlé d'Ashley, elle a juste dit, ça a l'air épuisant. Je suis contente que tu sois passé à autre chose. Pas de psychanalyse, pas de dissection de chaque détail pour trouver un sens caché, juste une reconnaissance et aller de l'avant. Concept révolutionnaire, apparemment. Nous cuisinons ensemble, elle fait un pad thai incroyable à partir de zéro, nous faisons de la randonnée sans documenter chaque instant, nous faisons des soirées cinéma où nous regardons vraiment le film. Après tout ce qui s'est passé, le simple et l'authentique donne l'impression d'avoir gagné à la loterie. Je ne marche pas sur des œufs en me demandant si quelque chose que je dis finira dans une discussion de groupe. Je ne suis pas noté sur ma disponibilité émotionnelle. J'existe juste avec quelqu'un qui m'aime comme je suis. Le week-end dernier, nous sommes allés à Big Sur en voiture. Pas d'itinéraire, juste nous et l'océan. Maya a pris une photo de moi sur les falaises et a dit, tu as l'air différent. Plus léger. Elle avait raison. Je n'avais même pas remarqué le poids que je portais jusqu'à ce qu'il disparaisse. Quant à Ashley et l'équipe du podcast, l'émission a implosé il y a environ 4 mois. Il s'avère que lorsque vous construisez du contenu autour de la fabrication de drames et de la violation de la vie privée des gens, un jour on récolte ce que l'on sème. Lorraine m'a envoyé des mises à jour par message. Après avoir quitté l'émission, Vanessa a essayé de la remplacer mais n'a trouvé personne prêt à travailler dans ces conditions. Les sponsors ont commencé à se désister après les avis et les plaintes concernant le contenu non éthique. Le clou final a été quand quelqu'un de leur groupe d'amis a réalisé que Vanessa enregistrait secrètement leurs conversations privées pour les utiliser comme exemples anonymes dans l'émission. Ils ont porté plainte. Vanessa a perdu. Le podcast est mort. Le site web est toujours en ligne mais n'a pas été mis à jour depuis des mois. Les comptes de réseaux sociaux sont devenus silencieux.
C'est comme s'il n'avait jamais existé. Ashley m'a contacté environ 6 mois après la rupture. Long email, objet, pas besoin de répondre, j'avais juste besoin de dire ça. Elle avait déménagé à Portland, coupé tout contact avec Vanessa, travaillait en freelance dans les médias sociaux pour des entreprises locales. Rien de gros, rien d'exposé au public. Elle a dit qu'elle avait passé des mois à réfléchir à la façon dont elle avait laissé quelqu'un d'autre contrôler sa perception de la réalité, comment elle avait sous-traité sa prise de décision à des gens qui n'avaient pas vraiment ses meilleurs intérêts à cœur. La partie qui m'a marqué, tu n'as jamais été contrôlant. Tu n'as jamais été émotionnellement indisponible. J'ai laissé quelqu'un d'autre narrer notre relation pour moi, et je suis désolé de t'avoir déçu. Tu méritais mieux. Elle ne demandait pas le pardon ou une réponse. Elle avait juste besoin que je sache qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait. J'ai montré l'email à Maya. Elle l'a lu, a hoché la tête une fois et a dit, on dirait qu'elle est dans un endroit où elle peut enfin voir clair. C'est bien pour elle. Pas de jalousie, pas d'insécurité, pas de drame. Juste la reconnaissance que les gens grandissent et changent. J'ai répondu brièvement à Ashley, merci pour ça. Je suis content que tu sois dans un meilleur endroit. Je te souhaite le meilleur. C'était tout. Porte fermée. Pas de rancune. Juste 2 personnes qui sont passées à des endroits plus sains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.